Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le message de fermeté de Simon Compaoré, ministre en charge de la sécurité intérieure aux taximens de la capitale burkinabé. Les pratiques qui mettent en danger la vie des citoyens doivent cesser. L'utilisation par les taxis du gaz butane en lieu et place de l'essence est particulièrement pointée du doigt. En taxi, en bus, en voiture ou en moto, circuler à Ouagadougou n'est pas chose aisée, surtout aux heures de pointe. Quelles sont les causes des embouteillages dans la capitale burkinabé et quelles solutions pour fluidifier le trafic? Notre invité, M. Tiraogo Hervé Ouedraogo, directeur général de l'agence d'études d'ingénierie et de maîtrise d'ouvrage, nous apportera des réponses. Et puis le cessez-le-feu signé par les protagonistes de la crise syrienne n'a pas tenu 24 heures. Des avions ont bombardé ce matin la région d'Alep. Le régime de Damas et l'opposition syrienne se rejettent la responsabilité de la violation de la trêve entrée en vigueur samedi. L'incivisme dans la circulation et l'utilisation par les taxis du gaz butane en lieu et place de l'essence, des comportements auxquels Simon Compaoré veut mettre fin. Le ministre en charge de la sécurité intérieure l'a clairement expliqué aux taximens au cours d'une rencontre tenue hier à Ouagadougou. Des précisions avec Bouma Ernest Nebié. Le ministre d'État Simon Compaoré face aux taximens de la ville de Ouagadougou. Au centre des échanges, des mesures sécuritaires. Simon Compaoré ne veut plus entendre parler d'utilisation du gaz butane par les taximens comme carburant pour faire fonctionner leurs engins. Ce n'est pas des éléments négociables, c'est l'utilisation du gaz, ça on est formel. Et si en fin mars, il y en a qui n'ont pas obtempéré, nous allons purement et simplement mettre à notre corps défendant ce taxi-là en fourrière. Les taximens sont aussi invités à éviter toute utilisation de carburant frélaté. Les syndicats des taximens disent avoir pris note, mais estiment que le délai qui leur est accordé pour se conformer à la mesure est très court. Un mois, ce n'est pas tout à fait possible parce que on a demandé 6 mois, on n'a pas pu tout changer. Donc, ce n'est pas les 1 mois qu'on va pouvoir, mais on va essayer. La question de l'incivisme dans la circulation a été aussi évoquée au cours de la rencontre. Simon Compaoré a invité les taximens à respecter scrupuleusement le code de la route. L'occasion a été saisie par les taximens pour soulever un certain nombre de difficultés qui minent leur secteur. Des difficultés dont la résolution passe d'abord par une organisation saine des taximens eux-mêmes, a rétorqué le ministre d'État Simon Compaoré. Et c'est souvent à contre-cœur que les clients montent dans certains taxis au regard de leur vétusté. À Ouagadougou, la plupart des taxis sont des vieux véhicules totalement désaxés. Les taximens espèrent que l'État les aidera à renouveler le parc des taxis. Gérard Sommet, Daouda Ouattara et Zalissa Sanfo. Taxi ou tas de ferraille. L'état de bon nombre de taxis à Ouagadougou laisse à désirer. Des mains qui font office de clientèle. Des sièges qui ne donnent plus l'envie vraiment de prendre place à bord. Des portières dont on ne sait par où attraper pour refermer. Des plastiques qui servent de vitres. Leur âge et leurs conditions d'acquisition en disent long sur leur état. Mon taxi fait à 27 ans aujourd'hui. C'était le taxi de quelqu'un que je conduisais. Comme c'est usé, il a abandonné ça dans mon garage et je l'ai racheté et remis sur pied. Les taximens le savent bien. Leurs taxis ne sont bons que pour la casse. Mais faute de moyens pour les renouveler, ils préfèrent ironiser et trouver une autre dénomination à leur takou. En tout cas, c'est débrouiller arriver parce que les véhicules sont les anciens véhicules. On ne peut pas gagner un nouveau véhicule. Et pour les clients, la qualité de ces débrouillés arrivés donc va au-delà du visuel. C'est par contrainte qu'ils les empruntent. Ça pue très souvent dans les taxis. On ne peut même pas respirer. Mais qu'est-ce que vous voulez?
On n'a pas le choix. Le taxi lui-même, quand même, il n'est pas tellement... Il a une odeur. Et on ne prend pas soin de nettoyer les taxis. Et ils se lèvent comme ça les matins. Bon, comme ça, on ne se comprend pas travailler. Donc les taxis, tu vas voir des trucs qui sont jetés dedans. Les clients ont déjà jeté des sachets, des trucs déjà consommés, des bananes, de n'importe comme ça. Et puis on ne prend pas soin. Bon, et puis vous êtes dedans comme ça. À l'unisson, ils le reconnaissent. Un taco, ça décourage les clients. Ça vide les poches, sans compter les problèmes environnementaux. Alors, ils espèrent tous que l'État fera sortir de ces vieux tiroirs une vieille promesse, celle de les aider à renouveler leur parc automobile. Les bus sont l'alternative lorsqu'on n'a pas de moyens de déplacement personnel et lorsqu'on ne veut pas emprunter les taxis. Mais là également, il y a problème. La capitale burkinabé ne compte qu'une vingtaine de bus, des bus qui ont du mal à circuler au regard de l'étroitesse et de l'engorgement des routes. Focus sur la problématique de la mobilité urbaine à Ouagadougou avec Konsoum Koulibaly et Draman Dadia. Embarquement des passagers de la ligne 5 de la société de transport en commun de Ouagadougou-Sotraco. Il est 18h. Ce bus fait la navette entre le rond-point Nabakoum près de la gare Sitaraï et Nyoko 1 à la sortie est de Ouagadougou, soit 11 km de route. Des arrêts de bus, on en dénombre une vingtaine à l'aller. Retard et surcharge sont les principaux griefs des clients à l'égard des chauffeurs de la Sotraco, disons plutôt des machinistes, car ils sont aussi vendeurs de tickets de bus. Souvent, on prend plus que 100 personnes dans un bus. En tout cas, vraiment, c'est trop fatigant. Et bon, si je démarre là-bas, à 18h, je devrais démarrer ici à 18h50. Bon, si je vais repartir, si je suis seul, le temps d'arriver là-bas, les clients pensent que c'est moi qui ai garé le bus. Quand je viens net, ouais, tu as duré. Le bus vient souvent en retard. Et quand on embarque, le chauffeur ne peut pas rouler vite parce que la voie n'est pas libérée, surtout aux heures de pointe. Mauvais état des routes, embouteillage sur certaines artères de la capitale burkinabé, piétons, conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues et automobilistes se retrouvent parfois sur la même chaussée. La situation est devenue préoccupante pour les usagers qui ne cessent de s'accuser mutuellement. On a véritablement des soucis avec les conducteurs. Au niveau des arrêts de bus, par exemple, ils tournent sans prêter attention à ceux qui sont à 2 roues. Souvent, d'autres même nous insultent. Malgré tout ce qu'on grouille là, on nous insulte que bon, on conduit mal. Bon, alors que bon, on ne voit pas notre mal de conduire. Il y a des coins, bon, les cyclistes là peuvent rouler là-bas pour laisser d'autres voies, mais ils ne partent pas là-bas. Chaque fois, ils sont dans la voie où les véhicules doivent circuler. À Ouagadougou, la circulation est toujours agitée. Incivisme ou méconnaissance du code de la route. Pour certains, il faut nécessairement une nouvelle approche des mobilités dans les grands centres urbains. Le souhait, c'est que véritablement l'autorité puisse aménager en tout cas les voies qui sont là. Et deuxièmement, dans les grandes réalisations à l'intérieur des villes comme Ouagadougou, Bobo ou les grands centres, nous plaidons pour que, pour une fois, on puisse prendre en compte des voies dédiées aux bus. Ça peut être les couloirs de bus qui vont servir en même temps aux ambulances et au cortège présidentiel. Cela permettrait également de ne pas perturber le trafic. La voie est étroite, ce qui provoque des accidents. Il faut que les autorités songent à revoir l'état de nos routes au regard de l'accroissement de la population. Pour l'amélioration du trafic routier urbain, depuis 2003, la commune de Ouagadougou fait la promotion du transport en commun avec Sotraco. Mais à ce jour, seule une vingtaine de bus sont opérationnels. Insuffisant pour satisfaire la demande et il en faut plus. On ne peut être opérationnel que si on a un minimum de bus. Et ce minimum-là, il est très important qu'on puisse le constituer et Sotraco seul ne peut le faire. Parce que vous savez qu'on est dans un domaine très sensible et les coûts sont en fait sociaux. Donc
avec cela, on ne peut pas acheter des bus. On a élaboré un projet d'acquisition de 70 bus pour cette année 2016. On souhaiterait vivement que l'autorité nous accompagne. Actuellement, la population de Ouagadougou est estimée à plus de 2 500 000 habitants. Et selon les statistiques, nous explique le directeur général de la Sotraco, en 2020, il lui faudra 300 bus pour desservir Ouagadougou et ses périphéries. Et notre invité est M. Tiraogo Hervé Ouedraogo, directeur général de l'Agence d'études d'ingénierie et de maîtrise d'ouvrage. Bonsoir DG. Bonsoir. Alors, vous venez de suivre ce reportage avec nous. Alors, votre réaction par rapport à ces problèmes de mobilité urbaine à Ouagadougou? Ben, ce problème est bien réel. Je pense que le reportage est assez net. Il n'y a pas besoin de faire photo. Il est problématique d'un certain nombre de situations qui sont propres à notre ville, Ouagadougou en particulier, aux autres villes du pays. D'accord. Justement, est-ce que la ville de Ouagadougou a été conçue pour permettre le développement d'un bon système de transport en commun? Oui, certainement. Le problème subsiste pas dans la conception de la ville. Le problème, c'est que la ville de Ouagadougou, jusqu'à aujourd'hui, ne dispose pas d'un plan de transport, un plan de circulation. Donc, c'est ce plan mis en œuvre qui devrait permettre donc, de régler tous ces problèmes récurrents-là, donc, qui sont évoqués tantôt par les usagers, tantôt par les directeurs de la Sotraco. Alors, certains ont parlé dans le reportage, on l'a suivi, de l'absence de voies réservées aux bus. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème de planning, par exemple? Mais justement, parce que lorsque vous avez un plan de circulation d'une ville, dans ce plan, vous avez tous les problèmes qui sont posés. D'abord, on va dédier ce qu'on appelle des sites propres. C'est-à-dire que dans certaines voies, on va dégager des voies prioritaires pour les bus et les taxis. Donc, ça se fait à l'échelle générale de la ville et sur une période de 10 à 20 ans. C'est ce plan qui n'existe pas encore pour notre ville. Il y a eu des études diagnostiques qui ont été faites en 2009 et en 2012 par la commune de Ouagadougou, mais ce plan reste encore dans les tiroirs, il n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est une fois que vous avez un plan comme ça, qu'on peut dégager en fonction de la population des différentes zones, qu'on peut dégager des voies propres aux bus et aux taxis. D'accord. Alors, comment on peut accorder l'offre de mobilité et le développement dans une ville comme Ouagadougou? Alors, il faut savoir que dans le monde entier, le transport en commun est déficitaire. Donc, c'est le pouvoir public qui apporte presque toujours de la subvention pour compenser le manque à gagner. Mais en fait, cette compensation que le pouvoir public apporte, c'est en fait le coût de la mobilité. Si vous prenez une ville comme Ouagadougou, c'est à peu près 500 km². 500 km². Et nous avons en moyenne 150 mobylettes pour 100 ménages. Et à peu près 75 vélos pour 100 ménages. Donc, si vous faites le calcul, c'est à peu près 2 à 3 mobylettes par ménage. Le ménage s'entendant un couple et 4 enfants. Donc, on a une tradition individualiste de transport. La solution, ça serait d'abord de commencer par mutualiser les transports, que ce soit au niveau public comme au niveau privé, et aussi les coopératives de taxis. Parce que, pourquoi ils ne s'en sortent pas? Parce qu'ils ce sont des exploitants individuels. Voilà. Et l'État ne peut même pas les aider. Mais si ce sont des coopératives de taxis qui ont une entité morale, en ce moment, c'est plus facile pour les pouvoirs publics d'intervenir. Mais toutes ces questions, généralement, sont traitées dans le plan de transport. D'accord. Alors, est-ce que la ville de Ouagadougou, particulièrement, peut rêver un jour d'avoir des transports assez développés comme les tramways ou les métros? C'est tout à fait possible. Le tramway ou le métro, il faut espérer avoir à peu près entre 100 000 passagers par jour. Je pense qu'en un premier temps, on peut partir avec des bus. Je prends un exemple. Ici, vous êtes une zone de ministère. On peut, par un système de bonus-malus, vous inciter à abandonner vos véhicules et prendre des cars, parce qu'on sait où vous habitez tous, et prendre des cars qui vous amènent au boulot. Et donner une incitation au niveau salarial, etc. Toutes choses qui vont vous amener à déposer votre voiture.
L'abonnement sur le bus actuel, c'est à peu près 5 000 francs par mois, si je m'abuse. Et une mobilette, ça coûte à peu près, rien que pour l'entretien, 10 000 francs CFA. Alors, si vous faites l'intégration sur 10 ans, c'est à peu près le quart. C'est-à-dire qu'une famille qui utilisait un transport en commun serait capable, au bout de 10 ans, d'avoir un logement social. Ou si vous l'amenez à l'année, serait capable de scolariser 4 ou 5 enfants en plus. Alors donc, c'est un travail que nous devons de faire pour abandonner nos habitudes individualistes, pour entrer dans un système de transport mutualisé. Alors, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que les autorités de la ville de Ouagadougou doivent faire prioritairement pour désengorger la circulation? Je pense que le plus urgent, c'est de mettre en place ce plan de circulation en impliquant tous les acteurs, depuis le piéton jusqu'aux entités constituées comme la Sotraco et les entités qui gèrent le transport. Une fois ce plan mis en place, il y a des enquêtes de trafic qui sont régulièrement faites dans la ville. À partir de cela, on sait modéliser, on sait prévoir la circulation à Ouaga dans 5, dans 10, dans 15 ans. Il faut savoir que dans les 15 dernières années, le trafic a augmenté en moyenne à peu près de 10%. Et si vous prenez les mobilettes, c'est même jusqu'à 24%. Donc, une fois que ce plan est mis en place, il y aura forcément une phase d'urgence qui va constituer d'abord à régler les problèmes de grands déplacements. Et après, il y a tout un grand travail que nous devons de faire pour changer nos habitudes à nous. Voilà, pour rentrer progressivement dans ce système de transport en commun. Et ça peut aller progressivement sur 10-15 ans pour espérer maintenant déboucher plus tard sur des bus plus grands et peut-être un jour au tramway. Merci en tout cas, Monsieur Tiraogo Hervé Ouedraogo, directeur général de l'Agence d'études d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions. La suite du journal. Les pouvoirs publics peuvent justement travailler en collaboration avec les géomaticiens pour l'élaboration du plan d'urbanisme. Ce samedi, l'Association des professionnels de la géo-information a organisé la 3e édition de la Journée nationale des systèmes d'information géographique. Le thème de cette journée, géomatique et gestion urbaine. Le point avec Ibrahim Sombier et Oumou Sissé. Les géomaticiens de l'Association des professionnels de la géo-information, APROGI, réfléchissent sur la géomatique et la gestion urbaine. Les villes du Burkina Faso sont en pleine croissance démographique, mais faute de données facilitant la maîtrise de leur expansion, la gestion pose de nombreux problèmes, d'où l'intérêt de cette rencontre. Nous avons des villes qui croissent et qui ont besoin d'être accompagnées. Le sujet étant donc d'actualité, nous estimons que c'est de notre devoir de traiter la question lors de cette 3e édition. Plusieurs communications sont au programme de cette Journée nationale des systèmes d'information géographique, SIG. Elles portent sur des thèmes comme les SIG dans l'élaboration des outils de gestion ou encore la contribution des SIG dans la gestion urbaine. L'urbain, c'est quand même un système complexe. Vous avez tout ce qu'il y a comme phénomène, souvent qui était rural, même qui est devenu urbain, les routes, tous les réseaux, hein, tous les services de base, toutes les infrastructures socio-sanitaires, etc. La connaissance de leur localisation, leur répartition, distribution spatiale permet quand même de faire une gestion efficiente. L'Association des professionnels de la géo-information est un cadre de réflexion, d'échange et de formation en géomatique. Une armée et une justice plus dynamique, c'est l'une des recommandations des premières journées parlementaires du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale. Les travaux qui se sont achevés hier à Waiguia ont permis de discuter de la situation sécuritaire du pays. Irénée Kaboré et Alidou Alain Sabadogo. C'est avec des motions de recommandation que les parlementaires du groupe Paix, Justice et Réconciliation nationale ont mis fin aux activités de leur première session. Des recommandations
centré sur la réconciliation et la sécurité pour une paix durable au Burkina. Nous avons recommandé que les effectifs de l'armée et des forces de sécurité soient renforcés, que le Parlement puisse assurer sa mission de contrôle dans le domaine donc, de l'armée, qu'il y ait beaucoup plus d'équité dans la répartition des fruits de la croissance, en termes d'investissement, en termes de réalisation d'infrastructures pour les populations. Et pour la réussite de leur mission, le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale compte veiller à l'application de leurs recommandations. Nous demandons une justice sans exclusive, basée sur la vérité, sur la justice et sur le pardon. Nous avons demandé qu'on puisse élaborer une feuille de route nous permettant justement de voir les échéances et de pouvoir évaluer si effectivement cela a été pris en compte. Et nous pouvons interpeller à ce moment le gouvernement si ce n'est pas fait. Pour l'occasion, la présidente de ce groupe parlementaire a invité les participants à sensibiliser la population à l'union et au pardon pour une réconciliation réussie au Burkina. L'Assemblée nationale effectuera sa rentrée parlementaire le 2 mars prochain. En prélude à cet événement, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a organisé une conférence publique le 26 février dernier. Thème retenu, la séparation des pouvoirs aujourd'hui, théorie et pratique. Bernard Kombelem, Monkundabire. La séparation des pouvoirs aujourd'hui, théorie et pratique. C'est le thème choisi par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement pour sa rentrée parlementaire. Un thème présenté par le juriste Seydou Koulibaly. Pour le conférencier, l'équilibre des pouvoirs demeure un idéal à atteindre au Burkina. L'exécutif exerce une influence indéniable sur le législatif et le judiciaire, constate-t-il. Toutefois, des avancées sont à noter. Le président du FASO n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez que c'est une avancée. On disait que seul le président du FASO, le Premier ministre et un pourcentage donné des députés pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le citoyen peut lui-même demander au Conseil constitutionnel de faire abroger une loi. À travers cette conférence, le dit ministère a voulu marquer sa présence à la session parlementaire du 2 mars prochain. Nous avons voulu marquer cette rentrée par une conférence. Vous avez une problématique qui est à la fois vieille et actuelle, avec tout le débat qu'il y a sur l'indépendance de la justice, mais également avec la nouvelle configuration de notre Assemblée, où on a effectivement une majorité qui est bâtie autour d'accords de partis. Nous voulons voir comment on fait pour que cette séparation des pouvoirs soit effective. L'initiative est une première et le ministre Dandinou a laissé entendre que la dynamique va se poursuivre. L'idée étant de faire du ministère de la Communication une institution au service de la démocratie. Le Parlement des enfants, en collaboration avec le Conseil national de lutte contre l'excision, a célébré hier en différé la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines MGF. Cette commémoration a été marquée par une marche et la remise d'un mémorandum au président de l'Assemblée nationale, Nongba Kouda et Solange Guigma. Parti du rond-point de la bataille du rail pour l'Assemblée nationale, ces jeunes et enfants assistés par le Conseil national de lutte contre l'excision matérialisent à travers cette marche leur engagement pour la lutte contre la pratique de l'excision. Une marche de plaidoyer placée sous le signe de la mobilisation pour l'atteinte des objectifs mondiaux, notamment la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Nous avons appris ce slogan patriote. Nulle pitié pour les ennemis de la nation. Nous paraphrasons en disant nulle pitié pour les ennemis de l'enfance. C'est pourquoi nous exprimons notre engagement à nous mobiliser pour contribuer à la réalisation des nouveaux objectifs mondiaux à travers l'élimination des mutilations génitales féminines. Le taux de prévalence dans la tranche d'âge de 0 à 14 ans est de 13,3% selon l'EDS 4. Alors c'est une satisfaction en ce sens que ça note quand même une régression de la pratique au Burkina Faso. Mais n'en demeure pas moins qu'il
il y a toujours des poches de résistance. Et les jeunes comptent faire face à ces postes de résistance avec l'appui des partenaires techniques et financiers et de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, qui ont réitéré leur volonté à les accompagner dans cette lutte. Les enfants ont décidé de venir renforcer la lutte que nous avons commencée depuis quelques années déjà. Et je ne peux qu'être fière de les accompagner. En remettant le mémorandum au président de l'Assemblée nationale, la représentante du Parlement, des enfants du Burkina espèrent des députés du peuple une relecture de la loi 096 portant lutte contre l'excision, une requête qui semble avoir eu un écho favorable. En venant à la représentation nationale, les enfants sont venus nous sensibiliser sur nos devoirs de parlementaires. Nous allons revisiter cette loi pour la rendre plus contraignante face à ceux qui poursuivent dans la pratique de l'excision. Nous allons aussi élargir cette loi pour englober d'autres types de violences faites aux enfants. Cette marche suivie de la remise du message de plaidoyer entre dans le cadre de la commémoration de la 13e journée internationale de lutte contre l'excision, célébrée en différé sous le thème « Mobilisons-nous pour la fin de l'excision au Burkina Faso ». À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, les femmes de Diebougou et de Dano dans le sud-ouest ont de la peine à trouver le pain tissé. Les groupements de tisseuses, malgré les difficultés d'approvisionnement en matières premières, se battent pour confectionner les pains et satisfaire les clientes. Bernard Kombelem, Draman Kaboré. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme cette année, deux groupements de femmes tisseuses de pain Faso d'Amfani de Diebougou et de Dano sont associés à la confection du pain 8 mars Faso d'Amfani. Il s'agit de l'association Polyvahirou de Diebougou, qui signifie Jeune fille lève-toi, et de l'atelier de confection de pain traditionnel de Madame Sedogo. Il y a des gens qui viennent de Ouara, ils viennent, ils payent les pains avec nous, ils amènent à Ouara. Ceux qui nous savent, ceux qui connaissent qu'on est là, ils viennent. Elle se plaint aussi, elle dit que ce n'est pas les mêmes qualités. Il dit que c'est pour notre qualité là qui est le plus meilleur pour eux. La clientèle composée notamment de groupements de femmes, de revendeuses et de particuliers sont obligés de s'inscrire auprès de ces tisseuses pour espérer avoir un pain. Mais hélas, l'indisponibilité des fils pour la confection du pain constitue un blocus. On n'arrive pas à satisfaire la clientèle à cause du manque de fils. Puis c'est souvent quand on va là, on n'arrive pas à trouver les fils. Quand ils fabriquent à l'usine, ils prennent donner aux femmes d'associations à Ouara. Alors que si ils ne donnent pas aux grossistes, là, nous qui sommes dans les provinces, là, on ne peut pas avoir. Conséquence, dans les boutiques de vente de Diebougou et de Dano pullulent plusieurs sortes de pain. Les commerçants ont su tirer profit du manque de pain. Ils ont pressenti ça et ils ont pallié à la situation. Quelque part, bon, c'est salutaire aussi parce que franchement, les pains ne sont pas là. Ce n'est pas disponible. À Dano, ça manque. Chaque jour, on t'appelle, on veut pain ici, mais tu ne peux pas fournir. Pour mieux réussir l'organisation de la Journée internationale de la femme dans les années à venir, tisseuses et commerçants de Diebougou et de Dano ont leur petite idée. S'il y a lieu de rectifier là, moi, ma préoccupation, c'était que ces pains-là même ne franchissent pas la frontière. Voilà. Et de disponibiliser les fils pour les tisseuses, parce que c'est ça aussi le problème. La personne a beau avoir la volonté, s'il n'y a pas de fil, elle ne peut pas travailler. En attendant les festivités du 8 mars prévues se tenir au niveau régional à Diebougou, Madame Sedogo et les femmes de l'association Polyvahirou souhaitent s'affilier à l'association des femmes tisseuses de Ouagadougou afin de mieux s'épanouir de l'activité de tissage. Le secrétariat permanent du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau interpelle les usagers sur la nécessité de la protection des ressources en eau et le paiement de la taxe parafiscale au profit des agences de l'eau. Il a organisé une conférence de presse aux fins d'impliquer les hommes de médias dans la sensibilisation. Daouda Ouattara, Kadissanoro. Le Burkina Faso a adopté en 2009 la loi portant institution d'une taxe parafiscale au profit des agences de l'eau. Cette taxe dénommée contribution financière en matière d'eau vise à mobiliser les ressources financières à l'intérieur des agences de l'eau afin d'optimiser le financement des actions de protection des ressources en eau de notre pays. Elle comprend
la taxe de prélèvement de l'eau brute, la taxe de modification du régime de l'eau et la taxe de pollution de l'eau. Pour la conférence du presse de ce matin, c'était pour nous une occasion d'échanger avec les hommes de médias et pour leur présenter un peu la substance de la loi sur la contribution financière en matière d'eau. Et qui est basé sur le principe du pollueur-payeur et du pollueur-payeur. L'objet est de faire en sorte que les hommes de médias nous accompagnent à la sensibilisation et à l'information de tous les usagers du secteur de l'eau là et qu'ils doivent contribuer donc à la protection des ressources en eau. L'information et la sensibilisation des usagers menée par le secrétariat permanent du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau ont permis à un nombre important d'usagers de comprendre l'importance de cette taxe et à la payer régulièrement. Les membres du comité de pilotage du projet valorisation du maïs à haut rendement dans l'espace CEDEAO ont officiellement pris fonction mercredi dernier à Bobo-Dioulasso. Principale mission, veiller à ce que la filière maïs soit une filière porteuse. Karim Ilboudo, Moumouni Barou. Désignés à l'unanimité par l'ensemble des acteurs de la filière maïs, ces membres sont désormais chargés de piloter la direction de la plateforme d'innovation multi-acteurs directs. Ce bureau aura donc pour tâche de mener à bien les activités du projet valorisation du maïs à haut rendement dans la région de Haut-Bassin. C'est un comité qui s'appelle la plateforme d'innovation multi-acteurs pour s'occuper des questions de la filière maïs, de la production jusqu'à la commercialisation. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui vont se retrouver pour voir comment ils peuvent produire pour que la filière puisse bien fonctionner. Lancée en janvier 2015, la mise en œuvre du projet semble connaître un début plutôt encourageant. En termes de production de semences de base, il y a près de 30 tonnes de semences qui ont été produites concernant les 6 variétés. Le projet a déjà formé 90 agents techniques pour renforcer la capacité des acteurs. Le projet a permis à ces 90 agents de former 801 producteurs de maïs. Le projet a pu mettre en démonstration, donc faire des champs-écoles où on montre aux paysans comment cultiver le maïs pour qu'il soit rentable. Voilà autant d'acquis que le projet a engrangé selon les scientifiques. L'ambition est toujours d'accroître la capacité pour faire maïs le pôle de développement économique dans la sous-région. Comment fonctionnent les institutions de la République? En dehors des cours de droit, on peut trouver la réponse à cette question dans le lexique élémentaire d'éducation civique produit par le Cercle d'études et d'éducation à la démocratie et aux droits humains, une contribution du Cercle à la formation au civisme. Le lancement du livret avec Ibrahim Sombier et Oumou Sissé. La République, la nation, les citoyens, le civisme, les droits et devoirs du citoyen. Voici quelques notions qui trouvent leur définition dans le lexique élémentaire d'éducation civique, un livre de sensibilisation et d'information. Écrit dans un langage accessible au commun des lecteurs, le livre est produit par le Cercle d'études et d'éducation à la démocratie et aux droits humains, CEDDH. Ce livret a été produit pour permettre à notre structure de pouvoir donc travailler à la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie. La jeunesse a exprimé sa soif de participer à la gouvernance politique et donc il faut qu'elle soit encadrée, il faut qu'elle maîtrise quand même les règles de fonctionnement de l'état de droit. Tiré en 500 exemplaires, ce livret sera distribué gracieusement aux élèves et étudiants et à toute personne désirant acquérir des connaissances. Le Cercle d'études et d'éducation à la démocratie et aux droits humains est une organisation de la société civile créée en 2013. Il s'est fixé pour objectif d'éduquer les populations aux valeurs de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il travaille également à l'instauration d'une culture de civisme et de citoyenneté.
Le Festival international des masques et des arts Festima bat son plein depuis hier à Dédougou. Plus de 2500 masques venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Togo et du Burkina Faso participent à cette 13e édition. Julien Bayala, Christophe Traoré et Paul Savadogo. À travers une parade, 500 masques ont défilé dans les artères de la ville de Dédougou pour donner le ton de la 13e édition du Festima, le Festival international des masques et des arts. Juste après, c'est l'ouverture officielle au stade régional. Jusqu'au 5 mars prochain, environ 2500 masques en feuilles, fibres, écorces, tissus et paille venus de 6 pays vont se produire en 42 spectacles sur 2 sites. Festima apparaît comme une initiative culturelle, comme un festival qui assure la promotion et la pratique du masque. Aujourd'hui, dans notre contexte, l'institution du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le gouvernement a le devoir d'accompagner toutes les initiatives qui vont concourir à sauvegarder la pratique culturelle qui présente un minimum de valeur. La 13e édition du Festima se tient sous le thème « Créer les infrastructures de sauvegarde du masque ». Créée en 1995, la SAMA, l'Association pour la sauvegarde du masque, va au cours de ce festival renouveler ses instances et jeter un regard sur le chemin parcouru. Au départ, le festival que vous venez de voir l'ouverture s'organisait avec quelques groupes venant de la localité autour de la ville de Dédougou. Et aujourd'hui, c'est une manifestation qui regroupe au-delà de nos frontières. En plus des spectacles, des expositions, des conférences et un marché africain sont au programme de cette 13e édition du festival. La 3e édition du FAMA, le Faso Music Award, aura lieu le 5 mars prochain. Le comité d'organisation a fait le point des préparatifs hier au cours d'un point de presse, musique et réconciliation nationale. C'est le thème retenu cette année. Jean-Hugues Bayala, Mamadou Ali Compaoré. Le 3e FAMA, Faso Music Award 2016, aura lieu le 5 mars prochain à Ouagadougou dans un hôtel de la place. Le FAMA est un événement culturel qui récompense les acteurs intervenant sur toute la chaîne de l'activité. Ainsi, musiciens, producteurs, arrangeurs, réalisateurs vidéo, journalistes et autres méritants recevront des récompenses au cours de la cérémonie présidée par le ministre en charge de la culture sous le parrainage de l'ambassadeur du Maroc dans notre pays. Cette année, le thème retenu est musique et réconciliation nationale. Le choix du thème s'explique par le fait que le Burkina Faso vient de très loin et qu'à un moment donné, lorsque nous avons suivi le discours du président de la République, son discours d'investiture, il a parlé de réconciliation nationale parce qu'on sentait qu'il y avait une fissure au niveau du tissu social au Burkina et il y avait la nécessité que chaque Burkinabé puisse travailler de sorte à ce que nous puissions apaiser les cœurs au Burkina et pour bâtir ce pays. Et donc je crois que c'est au regard de l'actualité politique de notre pays que nous avons estimé que les artistes aussi peuvent apporter leur contribution dans ce grand challenge, ce grand défi qui est la réconciliation nationale. Le 3e FAMA qui entend monter en puissance cette année a mis en place un plateau off où plusieurs artistes viendront se produire. Ce plateau, comme un pied de nez, se tiendra à l'espace TV5 sur l'avenue Kwame Nkrumah. Faire en sorte que les populations puissent se passer de l'aide, c'est la vision du Lalé Naba Tigré qui compte promouvoir l'élevage et l'agriculture pour accompagner le programme du président du Faso. Il l'a fait savoir lors de sa fête coutumière ce soir, une fête communément appelée Nabaska. Le reportage est signé Urbain Sommet et Olopoda. La modernité ne doit pas nous faire oublier nos traditions. Et mieux, tradition et modernité peuvent s'arrimer pour donner à la jeune génération des repères sûrs dans un monde en perte de valeur. Cette vision que le Lalé Naba Tigré perpétue chaque année à travers la célébration de sa fête coutumière, le Basga, vise donc à valoriser ce pan de la culture burkinabé. Cette année, le thème du Basga
c'est vraiment aider à se passer de l'aide. Et cela à travers l'élevage, à travers l'agriculture, qui sont deux secteurs de notre économie et dans lesquels il y a plus de création d'emplois, il y a plus de création de richesses. Le Basga, c'est à la fois des réjouissances populaires et des rites traditionnels. Plus de 60 artistes vont participer à cette fête coutumière à travers des prestations. Et chaque composante a bien sa place. Le rituel, c'est habituel. C'est faire vraiment des sacrifices et demander à Dieu, aux membres des ancêtres, de bénir le Burkina, d'assurer la paix, la prospérité et vraiment la santé au peuple burkinabé. Ces convives du jour tiennent aussi à la survie de cette tradition multiséculaire. Politiques, administratifs, parents, amis ou simples anonymes, ils sont venus nombreux pour rendre hommage à ce ministre du Moro. La reine Awa Tigré, qui est un exemple d'engagement, non seulement pour la tradition, mais un exemple d'engagement également pour la vie sociale, l'économie sociale. Tout ce qu'il fait est désintéressé et je vois qu'il cherche à faire en sorte que les jeunes de ce pays ne tombent pas dans la désespérance. Ça fait pratiquement 26 ans de règne, ce n'est pas 26 jours de règne. Donc on n'a qu'à remercier le bon Dieu et demander au bon Dieu qu'il nous accompagne jusqu'à l'année prochaine et nous protéger sur toutes les lignes pour que vraiment nous puissions quand même avoir l'année prochaine pour pouvoir mieux fêter. Une étape de franchie, une autorisation obtenue. Les récoltes relevant de l'aire géographique du Lalé peuvent être désormais consommées et c'est cela même le fondement du Nabaska.